Chapitre 8. Fantasmes et comportements déviants. Ph. Génuit. État des lieux et questionnement du rapport de l'acte et du fantasme. Dans les études cliniques et statistiques concernant le champ des violences et infractions à caractère sexuel, apparaissent le questionnement du lien entre les fantasmes et les actes commis. Certaines études montrent l'envahissement de représentations imaginaires, d'autres à contrario révèlent et relèvent une pauvreté de l'univers fantasmatique érotique. Chez les auteurs ES majeurs et mineurs d'agressions sexuelles, il est à noter que sont présents en majorité des fantasmes de mise en scène de domination et de possession. Dans ces scénarios imaginaires, la possession sexuelle est un mode privilégié à d'autres dans la charge excitative. Cependant, l'excitation est secondaire et dépendante des mises en scène imaginaires de possession et de domination dont la contrainte est un des modes d'agir et le sexuel un vecteur des élaborations théoriques. À ce sujet, et les définitions incidentes, deux écoles se détachent et se distinguent, la psychanalyse et le cognitivisme. D'une, la photocopie non autorisée est un délit. Selon l'OP 9782100518074 psychothérapie, 2008/6/25, 15h16, page 80, dièse 94. 80 Agressologie. Fantasme et pensée, psychanalyse. Fantaisie et cognition, cognitivisme. Étymologiquement et historiquement le vocable fantasme provient du terme grec antique phantasis phantasia. L'acception du concept Hélène renvoyait à ce que nous dénommons aujourd'hui fantastico-fantasque et par corrélation, imaginaire, fabuleux proche de la fabulation contemporaine, ainsi que du mensonge. Mensonge au sens biblique. Du omni homo mendax, tout homme est menteur. Aujourd'hui la conception de fantasme et de fantaisie tient compte de la transformation sociologique des langues qu'il emploie. Originalement, à différencier d'originellement, le terme latin tardif fantasia, signifiant vision, rêve, imagination provient du rapport dialectique Hélène entre le montré et le caché, phanero est moins visible, fanciphasis. Moins apparition et crypto, caché. Ainsi le fantasma fantôme. Apparition, est devenu par transmission savante fantasma moins repris du grec, fantasme. Diaphane, fantaisie, fantastique, fantasme, emphase. Mais aussi et surtout phénomène, phénoménaux, sont des variations du principe de vision, d'apparition qui vont teinter les sens différents et successifs, dont nos acceptions actuelles partielles, et provisoires, dénotent plus le contexte de notre époque qu'une vérité univoque. La valorisation des mots apparition et vision, mise en exergue par le religieux polythéiste ou monothéiste est reconnue différemment à partir de la naissance de la clinique médicale, démontre la relativité contextuelle des acceptions. Il n'en reste pas moins que la question dialectique du montré et du caché, consciemment ou inconsciemment, reste présente dans la clinique du désir exprimé montré ou réprimé caché, en sa version latine de libido ou grecque de thumo. Le concept psychanalytique fantasme et le terme cognitiviste fantaisie se sont certes en filiation avec la traduction française, passant par le latin, et de ce fait l'impérium romain et le latin chrétien d'église, mais se singularise sociétalement par rapport à cette filiation commune. L'acception et l'utilisation de l'une et l'autre, rendent compte d'un côté de l'intérêt porté au principalisme et l'inconscient pour l'un premier, et au phénoménalisme du manifeste, ou conscient, pour l'un second. Il est à noter que la clinique psychanalytique raisonne et raisonne de la pensée et de la phénoménologie allemande par l'Unbewusst freudien interposé, quand la clinique cognitiviste raisonne et raisonne de la philosophie du pragmatisme anglo-saxon. Leur mutuel lieu de naissance n'est pas anodin dans la distinction de leur vocable. La réalité des lois, des législations et constitutions rend compte de l'ancrage. Selon l'OP 9782100518074 Col, psychothérapie,
2008/6/25, 15h16, page 81, dièse 95. Fantasmes et comportements déviants 81. Social et politique des langues et des usages, fussent-ils conceptuels. Comme l'asserte Marie-André Bertrand, ne jamais oublier que les lois sont terriblement locales, vernaculaires, le droit privé surtout. Le droit pénal de pays de common law, Royaume-Uni et anciennes colonies, dont le Canada, y compris Québec, est presque incompréhensible aux juristes européens, dont la tradition est romano-germanique plutôt que britannique. Les lois sont, donc, relatives plutôt que naturelles, essentielles et universelles. En somme, elles sont déterminées par la culture et celle-ci est changeante. Enfin, le droit n'est pas une science, bien qu'on puisse étudier scientifiquement son fonctionnement. Il n'explique pas les choses. Il ne les décrit même pas. Il est prescriptif, programmatoire. Il ne sait que diriger, régir, réguler. C'est un ensemble de règles. Bertrand, 2003. L'acception définit socialement la réalité des usages dont le contenu peut être conceptuel, et la communauté du fantasis grec n'élude pas les singularités, et de ce fait, les différences entre l'acception européenne du fantasme et celle britannique de la fantaisie. Et ce malgré l'utilisation commune du français fantaisie pour les francophones du Québec, de Belgique, de Suisse et de France. Psychanalytiquement, fantasme est la traduction du mot allemand fantasie, tel qu'il apparaît dans l'œuvre de Freud. Le fantasme est une activité psychique, le plus souvent inconsciente, qui consiste en une construction imaginaire d'un scénario dramatique. La personne qui fantasme est intégrée à ce scénario, soit en tant qu'acteur, soit en tant qu'observateur, et y mêle des personnes familières bien que non nécessairement reconnues comme telles. Le fantasme est une mise en scène de mode de satisfaction libidinale, tirée de l'expérience réelle personnelle. Par exemple, le fétichiste a un comportement sexuel orienté par l'objet fétiche, porteur d'un fantasme lié à la castration. Le fantasme est donc une forme d'activité de pensée soumise au principe de plaisir, comme le sont le rêve et l'hallucination. C'est ce que montre paradoxalement l'exemple du masochiste, apparemment. Il souffre, mais en réalité il prend plaisir à mettre en scène ses pulsions sadiques retournées contre lui-même. Les fantasmes peuvent être simplement représentés, mais ils peuvent être tout autant mis en acte dans la réalité ou projetés sur autrui. La modalité de plaisir attachée au fantasme n'est pas figurée sans voile. Elle est déformée par des opérations défensives telles que le déni, le renversement en son contraire, le retournement sur la personne propre, la projection, etc. Ces défenses témoignent de l'interdit qui pèse sur la réalité du désir figuré. À son origine, le désir s'enracine dans le corps, les sensations, le pulsionnel. Mais l'interdit ou les obstacles de la réalité matérielle, comme par exemple la mort ou l'absence d'une personne aimée. La photocopie non autorisée est un délit. Selon l'OP 97821018074 psychothérapie, 2008/6/25, 15h16, page 82, dièse 96. 82 Agressologie. Point de butée dans la recherche de satisfaction de ce désir, pousse à former une représentation. Celle-ci assure deux fonctions, elle protège le moi d'éventuels passages à l'acte, véritable transgression, et elle assure la permanence du désir. Les fantasmes orientent les conduites de chacun et peuvent se traduire par des symptômes. Ceux-ci mettent en scène un conflit surgi entre un désir sexuel et sa défense. Aussi la tâche de l'analyste est-elle de dévoiler les fantasmes qui se cachent derrière les rêves, les symptômes ou les conduites compulsives, manifestations qui rendent parfois si pénibles. La psychanalyste klénienne Susan Isaac, dans son article Nature et fonction du fantasme, 1952, pose que l'interaction entre l'activité fantasmatique et la réalité extérieure est fonction de la force du désir et de l'angoisse associée au fantasme. Pour Melanie Klein, le fantasme
inconscient est ce qui relie l'instinct à la pensée. À sa suite, Bion prétend que l'activité fantasmatique témoigne de la constitution d'un appareillat. Penser les pensées Métais, 20051. Cognitivistement, fantaisie est plus la traduction stoïcienne de phantasis fantasia, et ainsi référée à une norme contemporaine de convention politique, sans opposition philosophique à la traduction épicurienne, qui elle énonce la norme inhérente à la liberté, conçue comme contrôle des désirs et des plaisirs. Le rapport Hélène à la satisfaction imaginaire ou agir envoie du côté stoïque à une vertu conventionnelle et du côté épicurien à un engagement vertueux. La traduction et l'évaluation des fantaisies en lien aux agis déviants, érotiques ou cruels, se focalisent sur le contrat et les conventions en vigueur plus que sur la vertu en tant que qualité. Autrement dit, la traduction cognitiviste s'élabore sur le code, comme l'égalisation des interdits, et non sur la légitimation des pensées, des échanges et des agis. La traduction cognitiviste tient compte à travers la notion de fantasque du rapport au plaisir, au contenu sexuel dans notre présent champ d'analyse. À l'instar de la psychanalyse, le rapport au plaisir est dans le cognitivisme restrictif au sexuel, et ne tient pas compte comme dans les pensées cliniques grecques et chinoises de la variabilité, diaté. Si du principe d'appétit, tumo imptu libido, et des variations exiconatus statu, ou manifestation, phénomène, de ce principe. L'ingénuité, liberté et franchise, des plaisirs imaginés et retenus sur ces caractères antinomiques ou anomiques, autrement dit contre ou hors la loi, nomolex. Dans les recherches concernant les violences sexuelles, cognitivistement ou psychanalytiquement, ce n'est pas l'un. 1. In Encyclopédie Universalis. Ce nom l'OP 9782100518074 psychothérapie, 2008/6/25, 15h16, page 83, dièse 97. Fantasmes et comportements déviants 83. Principe fantasmatique ou fantaisiste qui est en question, mais c'est manifestation, c'est réalisation contrevenant aux conventions en vigueur. Dans le hic et nessic, ici et maintenant et ainsi, de la société, où elles sont questionnées. Autrement dit, ce n'est pas la diathèse qui fait question et qui est interrogée, mais l'état. État qui, dont les études statistiques, statut-état, sur les fantaisies déviantes comme celle sur la dangerosité, et ce tra, est un recensement des écarts entre le convenu et l'inconvenant, nommé déviant. Les études de Clément d'Alexandrie datant du IIe siècle après J.C. sur la différence entre les dénominations, cliniques et politiques, de pédophile et pédophore, païdophilin, païdophorin, philène égale M-, phthorin égale détruire, analyse pertinemment cette question. Ces études, bien qu'heuristiques, sont curieusement peu reprises dans le champ médico-légal actuel, qui n'énonce que le seul terme de pédophile, et ce, en contradiction avec l'étymologie et l'historique du vocable, génuit. 1998. Clément d'Alexandrie différenciait le déviant de l'anormal et de l'inconvenant. La singularité du désir déviant recoupait mais ne recouvrait pas celui de l'inconvenant qui lui rompait le contrat social. Contrat social qui ne se nommait pas ainsi que nous le désignons depuis Jean-Jacques Rousseau, mais testamentum, traduction du bérite, alliance hébraïque, dénotant la réciprocité du connubium, alliance d'intimité, conjugalité, et du feudu, alliance de responsabilité, parentalité. De tout temps et de tout lieu les codes et les normes sociales ont défini les limites du convenable et du convenu. Mais ce convenu, manifestation du principe légal, loi, comme le note Emma Bertrand n'est ni essentiel, ni universel du fait même de la relativité des réalisations polymorphes du principe culturel. Et nombre d'écrits pervers, justement mais perversement, rendent compte de cette relativité pour décrier les normes sociales en vigueur, en érigeant leur vertu face à ce qu'ils considèrent comme une tyrannie du contrat et des conventions.
Analogiquement au paranoïaque qui supplée l'interprétation, la valeur et la vertu à l'excès, au défaut d'échange, de traduction et de contrat. Le paradoxe en l'état est que généralement, une rationalisation identique à la leur, teintée de surmoralité pour combattre le défaut d'altérité, est usitée par le thérapeutique, l'éducatif et le juridique. La psychanalyse tente, à l'instar sur ce sujet de C. Ballier à Ciavaldini, de saisir l'implicite du fantasme et son rapport aux manifestations agies du désir. Le questionnement sur le rapport de l'implicite du fantasme et de ses concrétisations en fantaisie explicite, bien que théorisée par Freud et Duno, la photocopie non autorisée est un délit. Selon l'OP 9782100518074 psychothérapie, 2008/6/25, 15h16, page 84, dièse 98. 84 Agressologie. Recensé cognitivistement sur le primat du sexuel, apparaît comme dans la pensée grecque du thumo et latine de la libido, affect motion plaisir appétit désir, entre d'autres lieux d'effectuation. D'autres lieux anthropologiques que la clinique psychopathologique ou statistique énoncent la notion de fantaisie. Ne concourant pas à l'exhaustivité, nous évoquerons ici seulement la musique, pour exemple. Sous son acception la plus générale, le terme de fantaisie désigne en musique une pièce instrumentale de forme assez libre et proche de l'improvisation, mais non sans rapport avec des formes plus strictes déjà en usage. Concrètement, la fantaisie évolue entre ces deux pôles, la liberté, ou plutôt la normale, ni l'un ni l'autre ne voulant dire anarchie, d'une part, la rigueur d'autre part. Ceci nous enjoint à cliniquement dissocier l'incidence du principe et le contenu de réalisation, ou phénoménalisation, inhérent à d'autres incidence que le principe même du désir, thumo libido, tenant compte cependant que le constat s'effectue sur la réalisation, à partir de laquelle le clinicien déduit le lieu du principe incident. Pouvons-nous faire l'hypothèse que le fantasme découle de l'incidence libidinale ayant pour contenu l'incidence naturelle du percept, ou représentation, et son acculturation en concept par la pensée et le langage, le percept pouvant bien entendu avoir lui-même le sexuel, entre autres, comme contenu. De même que nous mettons en forme notre sensorialité en objet par la perception, nous transformons la sensitivité de nos affects en projet. Par la pulsion. Le projet peut être analepse, autrement dit rétrospectif ou prolepse dans le prospectif, l'anticipation. Il en est du contenu de pensée du projet, fantasme, analogiquement au sujet de l'histoire, et événement. Aussi nous valorisons l'événement comme nous valorisons et éprouvons nos dits, nos actes et nos intentions. Ce qui fait dire à l'historien J. Leduc dans les historiens et le temps, que ceux-ci différenciés valorise le temps, notamment dans les notions d'anachronie prolepse et analepse, ou de synchronie prolepse et analepse, qu'autrement dit que le temps se conçoit et s'éprouve à travers les inférences prospectives et rétrospectives. Les études psychiatriques sur le lien entre l'anticipation et l'angoisse, ainsi que celles psychanalytiques de D.W. Winnicott et C. Ballier sur la crainte d'effondrement et l'angoisse d'anéantissement, montrent le lien entre le fantasme et le projet dans l'éprouvé d'une situation. Nous faisons l'hypothèse, partielle et partiale, que la controverse entre la psychanalyse et le cognitivisme provient en partie de leur distincte appropriation épistémologique et idéologique de la psyché. Selon l'OP 9782100518074 psychothérapie, 2008/6/25, 15h16, page 85, dièse 99. Fantasmes et comportements déviants 85. Distinction qui tient compte de leur ancrage historique et éthique. L'évaluation psychanalytique étant plus analepse, plan d'anamnèse rétrospective, trace mnésique, et l'évaluation cognitiviste étant plus prolepse, programme, pensée, vécu et éprouvé.
On ne peut faire fi de notre affect dans le transfert éprouvé dans les recherches que l'on effectue. A. Damasio, notamment l'erreur de Descartes, montre bien que l'éprouvé, émotion, affect, motivation, agit sur et transforme notre pensée, comme par ailleurs notre pensée agit sur et transforme notre éprouvé. La pensée agit et transforme aussi la sensorialité. L'éprouvé comme la pensée, la technique, l'échange contient du qualitatif et du quantitatif. D'autre part l'éprouvé entretient un lien étroit avec le conflit. L'on peut parenthétiser, poser l'hypothèse d'une unité synonymique, des analyses aussi différentes que Ballier, Lacan, fantasme, ou M.C. Kiben, fantaisie. Dans le rapport de la relation à l'émotion. Si l'on postule que la mentalisation en défaut entraînant un recours à l'acte concerne le champ de la relation et non la pensée en tant que productrice d'énoncé, alors il est possible de reformuler ainsi l'axiome de C. Ballier. Une non-relation entraîne un recours à l'éprouvé acté, l'émotion éprouvée et agie est alors excessive, extravagante. On est alors tout proche de la formule de Jacques Lacan. La non-réponse de l'autre entraîne une fiction extravagante. N'est-ce pas ce que travaille à M.C. Kiben lorsqu'il cherche à mesurer l'extravagance, l'excès des fantaisies déviantes chez des infracteurs en mal de relation. Comme l'écrit Jacques Lacan. Si l'objet pulsionnel n'est pas détaché et associé aux combinaisons signifiantes, alors le fantasme ne se construit pas. Du nom, la photocopie non autorisée est un délit. Ce nom l'OP 9782100518074 psychothérapie, 2008/6/25, 15h16, page 426, dièse 100. 426 Agressologie. Fantasme, désir et agir. Acting out, passage à l'acte. Thinking out, imaginaire déviant. L'imaginaire, la fiction, l'émotion interfèrent la pensée dans le fantasme, mais aussi la capacité technique de l'homme fut-elle au service de la destruction de son prochain dans la connation, la mise en acte. Aussi. Analogiquement à la référence d'une même incidence l'acte pulsionnel. Dissocié en mise en acte, acting out et passage à l'acte, voire recours à l'acte, la clinique nous enjoint à dissocier dans la même incidence le pensée, imaginé, pulsionnel, le fantasme et ses manifestations, les fantaisies, le thinking out, ou manning out, et l'imaginaire déviant. Les analyses cliniques semblent montrer que l'imaginaire déviant est le passage à l'acte délictueux à connotation morbide, tel qu'il s'exprime dans l'agression sexuelle dénote un débordement émotionnel. Débordement émotionnel comme déjà la clinique grecque l'énonçait. Peut être exprimé ou réprimé, et ce consciemment comme l'analysé comptabilise le cognitivisme, ou inconsciemment comme l'analysé l'évalue la psychanalyse. D'où probablement provient le côté paradoxal, voire contradictoire des études concernant les auteurs d'agressions sexuelles, sur le rapport entre le fantasme et les fantaisies, avec l'agi. Le même principe émotionnel peut exprimer sa déréliction par la libération de l'action, et ou réprimer sa déréliction par l'inhibition de l'action. Le rapport entre la disposition personnelle et le contexte n'est sans doute pas anodin, dans le déclenchement ou le refoulement de l'acte. Fantasme et déhiscence. Quelques cliniciens, à l'instar du psychiatre psychanalyste C. Ballier, et sa conception du recours à l'acte, du psychologue psychanalyste A. Ciavaldini et le recours au percept, montrent qu'en cas de dysfonctionnement de faculté de mentalisation, une personne peut avoir recours à une ou des fonctions biologiques, perception, pulsion, pour compenser le défaut de faculté, ici de l'échange. Par ailleurs le transsexualisme, qui au demeurant atteint tant le masculin que le féminin, semble montrer un défaut d'appropriation d'identité sociale qui induit un recours à la sexuation, à l'identité sexuelle, pour y pallier comme le montre le psychanalyste russe Tollé. Nous pouvons repérer cliniquement la coalescence psychique d'une des liaisons entre Bindon chez Freud, et d'une ou plusieurs suppléances
Ce nom l'OP 9782100518074 col, psychothérapie, 2008/6/25, 15h16, page 87, dièse 101. Fantasmes et comportements déviants 87. De fonctions naturelles et / ou de facultés culturelles, ou plan de rationalité, compensant le défaut déterminant la déliaison. Ici la déliaison de la relation et de l'affect, en ce qui concerne la théorisation clinique de C. Ballier en filiation à l'embindong freudien et la déliaison énoncée par A. Green. Le psychiatre lausannois B. Gravier exprime avec beaucoup d'acuité clinique la compensation d'un défaut de faculté par une autre, ou par une fonction inhérente au plan de compensation. Pour ce faire il se sert du concept de déhiscence, de hisséance, de isre, s'ouvrir. Le lieu disciplinaire de l'usage, l'acception, de ce concept est surtout la botanique ou le biologique. La trouvaille heuristique du terme en science humaine est qu'à l'ouverture déhissante est corrélée l'échappée ou l'échappement. Dans le cas de la clinique des perversions et autres manifestations nommées agressions sexuelles, B. Gravier énonce la déhiscence émotionnelle. À l'ouverture, la déhiscence émotionnelle, se corrèle l'échappée des comportements violents. Dans le cas de configuration perverse est surtout psychotique, rencontrée dans le champ juridique des agressions sexuelles, la déhiscence axiologique, émotion, pulsion, contrainte moins vient compenser la déshérence sociologique. Cette déshérence sociologique ou personnelle, où l'on retrouve les vécus d'abandon, d'étouffement et d'humiliation dont nous parle la psychologue lausannoise M. Stigler. La déhiscence et son effet comportemental relevé ici dans le champ des agressions sexuelles se retrouvent dans un cas d'infanticide, ainsi que d'autres homicides, suicides ou altéricides. Postulons cependant, avec J. Gagnepin, que la violence de la déhiscence n'est socialement problématique que lorsqu'elle est englobée dans la compensation agressive et brutale de la déshérence. Agressivité et brutalité qui sont au sociologique ce que l'émotion et la pulsion sont à l'axiologique. La déhiscence axiologique présente de ce fait un fonctionnement émotionnel et comportemental à l'excès. Cet excès compense le défaut de la faculté d'échange et d'appropriation, auquel tente de répondre le thérapeutique. Comme le dit B. Gravier. La déhiscence axiologique est un autre mot pour parler de spontanéité pulsionnelle effrénée. Et si le groupe était le lieu des affects en déshérence en René Chat. Pittet, 2005. Cette notion de déhiscence pour théoriser le recours à l'acte, décrit par Ballier comme étant l'échappée concomitante à une suppléance en excès de fonctionnement, en la retravaillant s'éloigne de la notion de déhiscence telle qu'elle avait été suggérée initialement, comme discontinuité. Du nom, la photocopie non autorisée est un délit. Ce nom l'OP 9782100518074 col, psychothérapie, 2008/6/25, 15h16, page 88, dièse 102. 88 Agressologie. Fondamentale dans la pensée et le fonctionnement psychique des auteurs d'agressions sexuelles. Le vecteur de l'émotion et de l'affect, contenu dans l'état de l'éprouvé. D'une relation, d'une situation, d'un scénario, peut être la pensée. L'imaginaire en ce sens, ne recouvrant pas la notion lacanienne d'imaginaire. De la trinité réelle symbolique imaginaire, et le recoupement de la faculté logique de penser et axiologique de valoriser, désirer, de libérer ou inhiber son désir.